Bienvenue au Polysécure épisode spécial Sécure. Je suis avec Nathalie Hébert qui est venue présenter au Sécure. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, bonjour, mon nom est Nathalie Hébert. Je fais dans la ISO 27001, je travaille pour des registraires, donc je fais de la certification chez des clients chez qui on va octroyer la certification. Je fais aussi de l'implantation à mon compte avec aussi d'autres normes. Donc, en gros, c'est ça. Puis j'étais venue présenter mais justement les changements, la nouvelle version de ISO 27002, la version 2022. Donc, j'avais présenté les changements entre les deux versions. Oui, c'est justement que là, on va aller poser la ligne de question. Puis moi, j'ai commencé peut-être plus à la base parce que je suis pas convaincu que tout le monde a nécessairement la même connaissance de ce que c'est. Qu'est-ce que la famille des ISO 27000? Parce qu'il y en a énormément, là, mais en quoi ça regroupe cette famille de normes-là? En fait, ISO 27000, c'est le système on dit SMSI pour M pour management. Il y en a qui disent G pour gestion. Donc, le système de gestion de la sécurité de l'information. Il y a d'autres normes ISO qui couvrent différentes choses, comme la 9001 qui va couvrir les processus de gestion. Mais 27001, le niveau de 27001, c'est vraiment la sécurité de l'information qui est traitée. Oui. Puis ensuite, tu as le 27002 qui est son pendant, là, qui est intimement lié. Là. Oui, qui est intimement lié, qui est un guide, en fait, pour aider à l'implantation de 27001. Oui, donc c'est un peu la différence entre les deux, parce que des fois, les gens ont tendance à confondre un peu les deux, puis peut-être pas comprendre tout à fait la nuance et les subtilités de chaque. Là. Oui, donc quand on fait une certification, quand on va octroyer un certificat à une organisation pour ISO 27001, c'est vraiment ISO 27001. On regarde, il y a des clauses dans la norme, mais il y a aussi l'annexe A où en ce moment, dans la version 2013, il y a 114 contrôles. Donc, on fait le tour des 114 contrôles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 27002 est un guide pour l'implantation des 114 contrôles. Donc, c'est pour ça que dans l'évolution, ce que j'ai présenté, la norme 27002, version 2022. Donc, c'est le guide pour implanter les contrôles de l'annexe. Donc, c'est sûr que c'est l'annexe qui va être mise à jour aussi prochainement pour que tout ça soit synchronisé ensemble. Ça, c'est... Donc, puis là, tu parles de certification puis de SMSI. Quels sont les avantages, justement, de se certifier ISO 27000? Parce que si ça existe, il doit y avoir vraiment un intérêt associé à ça. Là. Bien, à la base, c'est toujours pour bien gérer son risque en sécurité de l'information. Donc, une organisation peut le faire peut décider de le faire pour eux-mêmes, pour bien gérer le risque. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que c'est quand on est fournisseur pour une organisation qui l'exige, ben quand arrive des appels d'offres, souvent c'est dans l'appel d'offres que c'est une exigence pour pouvoir soumettre notre proposition. Donc, il y a plusieurs compagnies que je vois comme ça qui se font certifier par nécessité, dans le fond, pour être capable de excusez l'expression, bider sur des contrats. Je sais que je travaille beaucoup aux États-Unis aussi. Il y a beaucoup de tout ce qui est Department of Defense. Eux, ils ont l'obligation d'être certifiés. Les fournisseurs du Department of Defense sont tous certifiés 27001. Oui, ben c'est ça, c'est comme un gage de qualité qui est quand même reconnu, là. Puis justement, puis qu'on voit aussi beaucoup en infonuagique, parce que tu sais, les fournisseurs infonuagiques le sont tous, les gros opérateurs infonuagiques, on s'entend, là, il y a des plus petits qui ne le sont pas nécessairement. Puis d'ailleurs, c'est un point très important parce que si vous rencontrez un fournisseur infonuagique qui n'est pas certifié, posez-vous des questions parce qu'il n'est pas sûr qu'il respecte au minimum ce qui est mentionné dans ISO 27000. Donc, on n'a pas de garantie qu'il y a une sécurité ou une gestion de risque qui est adéquate à ce moment-là. Le SMSI, tu en as fait référence un peu au début. C'est un élément qui est quand même très important dans ISO. Puis d'ailleurs, ISO est le seul qui met d'avant autant cet élément-là. En quoi ça consiste? Puis c'est quoi ses avantages? Ben, le SMSI, en fait, c'est là que c'est ton système. C'est là qu'on passe de cocher conforme, cocher oui, cocher non à qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on trouve. Donc, d'abord, la première chose dans ton SMSI, c'est qu'il faut que tu délimites ton domaine d'applicabilité.
c'est quoi la portée de ta certification, qu'est-ce que ça inclut. Faut que tu identifies tes parties internes, externes. C'est vraiment, moi j'appelle ça de la délimitation de carré de sable. Une fois que tu as fait ça, ça vient aussi chercher ton analyse de risque. On va voir l'analyse de risque, le traitement des risques. Puis tout ça va être en lien avec ce qu'on appelle la déclaration d'applicabilité, le Statement of Applicability, où on a la liste des 114 contrôles. Puis là, on va faire un lien entre les risques et les contrôles pour voir où sont nos risques, justement, pour s'assurer que on fait une planification de nos audits internes. Bien, on va s'assurer d'aller vérifier où on sait qu'on a le plus de risques. Mais en plus de ça, ce que ça implique, c'est aussi vraiment l'implication, on appelle ça le leadership commitment. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'anglicisme. C'est l'implication de la haute direction qui est très importante dans ISO, et puis on doit démontrer l'implication de la haute direction. On doit démontrer que aussi, on a une politique de sécurité, que les gens sont au courant de ce qu'ils ont à faire parce qu'ils sont certifiés. C'est le mot awareness qui me vient en tête. Donc, puis en plus, il y a aussi la revue par rapport à la haute direction. Il y a des revues de direction. C'est très prescriptif. Hein. Les revues de direction, la norme prescrit tous les sujets qui doivent être couverts. Donc, ça s'assure vraiment d'une gestion serrée avec le SMSI. C'est ça la différence. C'est ça, justement, c'est une façon de contrôler la façon que la maîtrise de la sécurité de l'organisation. Super intéressant, puis d'ailleurs super utile. Il y a certains défis associés à ça, parce que je l'ai quand même vu dans certains éléments, parce que c'est pas nécessairement simple. Ça exige de se structurer. Puis pas tout le monde et toutes les entreprises qui sont intéressées à se structurer à ce point-là. Oui, mais il faut y aller aussi selon le contexte. Il y a une portion qui s'appelle le contexte de l'organisation. C'est sûr que quand on va aller certifier une super grosse entreprise versus, on appelle ça un start-up, les petites entreprises qui commencent, faut être conscient du contexte aussi quand on fait les audits. Super intéressant. Puis là, on va aborder vraiment le volet de ta présentation, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé dans la nouvelle itération 2022 de ISO 27002. Quelles sont les grandes améliorations ou les grands changements selon toi? Ben, selon moi, ce qui est le plus, en fait, comme je disais dans la présentation, c'est qu'il y a pas, on n'a rien échappé. Tout ce qui était là avant l'est encore, parce que c'est encore tout aussi important. Il y a les contrôles qui ont été ajoutés. La plupart, c'est rien de nouveau. C'est des choses qui étaient déjà là, mais qui sont plus présentes. Le comité, puisqu'on se cachera pas, c'est un comité qui détermine ces changements-là. Donc, le comité a jugé que c'était important de mettre ces choses-là plus en valeur. Il y a ça, il y a la fusion des contrôles que je trouve intéressante aussi, parce que en faisant les audits, on se rend compte des fois que il y a des évidences qui pouvaient servir à plusieurs mesures de contrôle. Donc, il y a des contrôles comme ceux qui ont été fusionnés ensemble. Ça va être plus efficace aussi à moyen terme. Puis c'est sûr que les attributs, ça vient changer la donne beaucoup aussi. L'utilisation des attributs, ça va être intéressant. C'est 5 champs qu'on va ajouter. Moi, comme je le vois, là, c'est des choses qu'on va pouvoir ajouter à notre déclaration d'applicabilité pour être capable de chercher plus facilement. Par exemple, il y a un des attributs où on parle le type de contrôle. Est-ce que c'est préventif? Est-ce que c'est correctif? Excusez-moi, je le lis en anglais. Il n'est pas sorti en français encore là, non. Donc, une fois que tout ça est rempli, puis le guide nous donne déjà les valeurs qui devraient être là pour chacun des contrôles. Donc, si on inclut ça à notre déclaration d'applicabilité, après, la plupart des gens ont ça dans un fichier Excel. Là. Après ça, on peut faire une recherche, dire, c'est quoi mes contrôles qui sont préventifs? Puis on sort juste nos contrôles qui sont préventifs. C'est vraiment comme ça qu'on va utiliser ces attributs-là. Ça, c'est un exemple. Ça peut faire avec les cinq types d'attributs qu'on a. C'est très intéressant parce que c'est un point où qu'on voit dans certaines autres normes aussi. Donc, il y a comme une espèce d'alignement généralisé de ces affaires-là. Donc, l'inclusion d'éléments qu'on retrouve ailleurs. Donc, cette compatibilité-là agrandie, justement, favorise
à mon avis, une meilleure adoption. Puis justement, ceux qui ont fait des efforts avec CIS, par exemple, ils vont se retrouver rapidement quand ils vont vouloir aller jusqu'à la certification des ISO. C'est très intéressant comme changement. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour ceux qui sont déjà ont certifié tout ça? Qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre? Tu passes à peu près jusqu'à 24 mois de temps de transition. Qu'est-ce que ça représente une transition quand ils sortent une nouvelle mouture comme ça? Ben, en fait, là, comme on parle seulement des contrôles de l'annexe qui ont changé, bon, il y a un petit bout, comme la déclaration d'applicabilité, ça va être clarifié là, vraiment un peu plus parce que c'est un petit peu vague. Là. Donc, ça, c'est la seule bout de la clause qui a changé. Sinon, c'est seulement les contrôles de l'annexe. Donc, en fait, ça va être de remapper nos contrôles. Mais comme il y a rien à peu près rien de nouveau, je pense que ça va être assez facile à faire comme exercice. On va partir de notre déclaration d'applicabilité qu'on avait avec la version 2013. On va prendre la liste des contrôles de 2022, puis ça va être, d'après moi, facile à faire le lien entre les deux. Donc, mais il va falloir quand même toujours garder en tête que ça part de la gestion du risque. Donc, comme on s'attend chaque année à ce qu'il y ait une évaluation des risques qui soit faite, mais c'est que la première année où vous allez vous aligner vers la nouvelle version, ben là, votre gestion du risque va se mapper avec les nouveaux contrôles. Je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué comme exercice. Ah ben c'est quand même fun que ça soit aussi facile que ça de passer. C'est pas comme aller chez le dentiste de passer d'une version à une autre. Des fois, il y a des gens qui ben, il y a du travail, c'est sûr, là, ça va prendre du travail, mais je veux dire, c'est pas compliqué comme tel. Là. Je pense que le lien devrait se faire assez facilement. Ben, super intéressant. Moi, ça conclut. Merci pour ton temps. Merci pour ta générosité parce que tu es venu partager des choses super intéressantes, autant à l'événement qu'avec le podcast maintenant. Je te laisse le mot de la fin. Ben merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être là. J'aime toujours ça, partager avec mes collègues qui travaillent dans le même milieu. Et puis, ça m'a fait vraiment plaisir d'être là à la conférence et d'être là ce matin avec vous. Donc, merci. Bonne journée. Merci.